On va démarrer. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire, finalement aussi un peu en présentiel ici à l'UM. C'est un webinaire qu'on a initié dans le cadre de l'EUR East Blue et en lien avec l'animation également des UMR à Mur, les Mares de Dineco et puis en lien avec la zone atelier Brest-Iroise. Donc on va dire c'est une initiative commune pour essayer d'animer la communauté scientifique East Blue, Zabri et au-delà autour de ces questions. Initialement, dans le cycle de webinaire, l'idée, c'était de partager des approches, démarches, retours d'expérience, d'approches inter- et transdisciplinaires. Et on a souhaité, depuis quelques mois, recentrer sur un cycle vraiment spécifique sur les sciences de la durabilité littorale et marine. Donc, avec l'idée d'essayer de structurer un petit peu la communauté ou de faire réfléchir la communauté ou de faire s'informer la communauté autour de ce champ émergent que sont les sciences de la durabilité. Donc, on a quelques interventions qui ont déjà eu lieu, des interventions prévues sur la fin d'année où vous avez pu avoir le programme affiché. Et donc, on accueille aujourd'hui Marc Léopold, donc, de l'IRD, accueilli en ce moment à l'UMR à Mur, donc sur un sujet, sciences de la durabilité, quelles implications en halieutique. Marc, je te laisse la parole. Bon, merci Claire pour cette rapide introduction. Merci surtout pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir aujourd'hui venir discuter des sciences de la durabilité et donc plus précisément sur les implications que ça pourra avoir en halieutique. Alors peut-être juste quelques mots très rapides là de présentation. Donc, moi, je suis ingénieur halieute de formation avec une spécialisation en économie institutionnelle depuis quelques années, ici même à l'UBO. Je travaille à l'IRD depuis une vingtaine d'années, essentiellement sur les pêches artisanales, donc les petites pêches, les questions de gestion et de gouvernance, après avoir travaillé d'ailleurs il y a quelques années à l'Ifremer sur les pêches industrielles. Et c'est donc à ce titre-là que je vais faire cette modeste contribution donc par rapport à cette expérience que j'ai pu avoir sur les pêches artisanales et les sciences de la durabilité. Donc, en introduction, je voulais repartir sur cette publication de Science il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, hein, à l'époque où les sciences de la durabilité c'était le tout début. Hein, d'ailleurs, c'était un des premiers articles majeurs qui encourageait les chercheurs à aller dans cette direction. Donc, et vous voyez que sur cette image, on a une distinction entre le nord et le sud. Alors, c'est pas pour dire que les problèmes de durabilité intéressent que les pêcheries, que les systèmes au sud, mais c'est pour montrer que ces questions-là se posent différemment dans des contextes différents au nord et au sud. Donc déjà, bien sûr, en termes de richesse globale, mais aussi en termes de connaissances, donc de capacités de recherche, mais aussi en termes de stratégie de recherche elle-même, avec un focus qui est plus opérationnel, plus appliqué, hein, de fait, dans les recherches au sud. Et donc, particulièrement dans mon cas, c'est certain que c'est ce cadre-là a orienté justement mes propres activités. Alors, on entend, alors quelques mots vraiment aussi vraiment en introduction sur ces pêches artisanales. Je vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour donner quelques chiffres qui sortent du rapport Hidden Harvest 2 là, de la FAO que vous connaissez sans doute, qui ont permis d'actualiser un petit peu les chiffres sur les pêches artisanales. Et pour souligner la taille, en fait, hein, le nombre d'acteurs qui est concerné, hein, 60 millions d'emplois officiels, 53 millions informels, c'est-à-dire hors de toute structure, ce qui génère une énorme diversité en fait de ces pêches artisanales à l'échelle mondiale, tant en termes de pratiques que de contextes culturels que d'espèces ciblées. Alors, on a des pêches artisanales qui ciblent parfois un petit nombre d'espèces commerciales, mais plus généralement des dizaines ou des centaines d'espèces. Et donc, une énorme diversité qui contraste avec un certain nombre de caractéristiques de la pêche industrielle sur lesquelles sont développées les bases de la théorie halieutique. Alors, je repars un petit peu de ça, juste en termes de
boutade par rapport à des discussions qu'on peut avoir avec les alliés, hein, dire que la durabilité, ça nous parle, les alliés, puisqu'on on baigne dedans depuis qu'on est tout petit, si je puis dire. Donc, si je reprends des images que chacun connaît, hein, donc rapidement, des courbes hein, qui hantent, n'est-ce pas, notre inconscient scientifique, c'est donc l'évolution de la biomasse des ressources en fonction du temps, avec une croissance qui est liée donc, à la croissance pondérale, recrutement, etc., et puis qui se stabilise au bout d'un certain nombre d'années, par hypothèse, hein, donc à une situation d'équilibre, on pourrait donc qualifier de durable, hein, stable, et qui est diminuée, donc c'est la petite courbe en gris en pointillé, par l'effet de la pêche. Alors on a la même représentation, mais avec cette fois-ci l'effort de pêche en abscisse, avec un niveau d'abondance durable lui aussi, et qui diminue au fur et à mesure que la pression de pêche augmente. On parle toujours quand même de ressources durables. Et si on prend un indicateur qui est plus du domaine, on va dire socio-économique, hein, à partir de la production, eh bien, on a là aussi une production durable, donc qui varie jusqu'à atteindre donc ce qu'on appelle donc le rendement maximum durable à un certain niveau d'effort de pêche avant de baisser si la pression de pêche augmente. Donc cette représentation-là, en fait, qui effectivement peut nous faire penser que voilà les sciences halieutiques étaient s'intéressaient aux sciences de la durabilité avant l'heure. Elle est basée en fait sur une représentation systémique qui est peut être schématisée rapidement hein, sur cette vue et qui s'intéresse donc essentiellement aux ressources, aux espèces exploitées et aux interactions qu'elles entretiennent avec les activités de pêche, avec une complexité qui est apparue depuis, on va dire, une vingtaine d'années avec le développement de l'approche écosystémique des pêches, qui a surtout entraîné une prise en compte de facteurs plus donc liés à l'écosystème, environnementaux, l'interaction trophique, etc. Donc pour le compartiment écologique. Mais en fait, cette représentation-là, elle masque en fait un grand nombre d'interactions qui vont déterminer finalement les pratiques de pêche et donc les impacts qu'elles vont avoir sur les ressources. Et ces déterminants sont avant tout des interactions sociales, hein, au sens large, avec des acteurs qui sont du domaine des pêches ou pas, et qui relèvent ce qu'on peut appeler le système de gouvernance, qui agit notamment donc en définissant un certain nombre de règles, ou en les appliquant ou en ne les appliquant pas. Donc, on fait une logique descendante. Et puis, on a aussi, bien sûr, la relation inverse de lobbying, de revendication, de manifestation de ces acteurs des pêcheries vers les acteurs de la gouvernance, comme on a pu le voir d'ailleurs ici à Brest l'année dernière. Et donc, finalement, quand on s'intéresse aux bases théoriques, on va dire conventionnelles, hein, si je puis dire, en halieutique, bien, on considère que ces parties-là, interaction avec la gouvernance, ne font, voilà, sont un peu exclues, et y compris également un certain nombre de facteurs de contexte qui sont déterminants pour la dynamique de ce système, du coup, socio-écologique un peu plus large par rapport à la représentation initiale, et qui inclut bien sûr des logiques de marché, bien sûr, les logiques environnementales, le changement climatique est là pour nous rappeler tous les jours, politique, culturelle, on pourra rajouter sanitaire avec la crise Covid qui est passée par là depuis que ce schéma a été fait. Et donc, on est sur des dispositifs du système socio-écologique, hein, dont tout le monde a entendu parler, et qui sont complexes et adaptatifs. Alors, ces caractéristiques-là ont un impact particulier pour ce qui va nous concerner, parce que, en particulier, ce qui nous intéresse ici, c'est les capacités d'adaptation de ce système-là. C'est-à-dire que par rapport aux caractéristiques, aux composantes mêmes de ces systèmes, donc que ce soit, je continue hein, le développement, hein, donc schématiquement ce qui relève de la gouvernance ou ce qui relève des pêcheries à proprement parler, en fonction des caractéristiques, des contraintes qui peuvent s'exercer, eh bien, ce système va évoluer. Ce système va évoluer et vers en fait des situations, des états qui ne sont pas prédictibles en fait par rapport à des facteurs qui vont, enfin spécifiques qui vont intervenir du fait de ces capacités d'organisation. Et donc on a une
une incertitude, un manque de crédibilité qui sont constitutifs finalement de ces systèmes et qui quand même contraste avec la vision qui est assez normative finalement des représentations qu'on a en dynamique de population exploitée, des modèles classiques qui disent qu'une fois qu'on a déterminé en gros la pression de pêche, bon, la biomasse va atteindre ce niveau-là. Et là, si vous voulez, l'idée c'est de dire, en fait, finalement, ce qui va déterminer la pression de pêche, il y a tout un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en compte et qui vont finalement rendre beaucoup moins prédictible que cela les effets sur la ressource et les retombées sur les pêcheries. Et donc, un élément aussi important pour la suite du développement là, que je vais proposer, c'est le système de gouvernance. C'est-à-dire qu'on voit que le système de gouvernance est un facteur, est considéré comme un facteur clé de la dynamique et donc de la durabilité de ces systèmes, et qui fait partie intégrante en fait du système halieutique élargi. Et donc, voilà, ce sont ces ensembles-là que ça semble intéressant à considérer dans une logique de science de la durabilité, au-delà même de l'interdisciplinarité qui nous est plus familière. Alors, pour prolonger la discussion, je m'appuie essentiellement sur donc, des bases d'économie institutionnelle et qui donc partent du constat que la plupart des problèmes qui concernent les pêcheries, notamment les petites pêcheries, plus un certain nombre de pêcheries industrielles aussi, partent du constat donc, que ce sont des ressources communes. Et donc, alors je ne vais pas en faire tous les développements là-dessus, mais qui, du coup, les problèmes qui sont posés sont des problèmes d'action collective. C'est-à-dire qu'on a un besoin de concertation, d'interaction, de discussion pour mettre en œuvre un certain nombre d'arrangements, de dispositions, d'institutions, on peut les appeler, qui vont permettre de réguler, contrôler, limiter finalement les prélèvements pour éviter la surexploitation et aller vers donc, des trajectoires de durabilité. Alors, vous avez ici une vue systémique qui est un peu la même, qui reprend un peu les mêmes idées que je vous ai développées tout à l'heure, avec donc des systèmes d'interaction sociale, gouvernance et acteurs, parce que les acteurs des pêcheries peuvent aussi bien sûr participer à la gouvernance elle-même, et de l'autre côté des compartiments plus écologiques qui interagissent au sein d'une arène d'action. Alors, dès lors qu'on considère que ces institutions-là sont à la base finalement des trajectoires de ces systèmes, et on va s'intéresser aux sources d'innovation, mais aussi aux innovations, aux moyens de maintenir ces innovations dès lors qu'elles permettent des trajectoires durables, ou de les modifier si dans le cas contraire. Donc, toute cette réflexion sur ces innovations sociales, au sens large, bon, il y a une grosse littérature là-dessus qui fait une part importante quand même qui évolue grâce à l'apport de la sociologie. C'est assez fertile, les relations entre économie et sociologie, je ne vous apprends rien. Et donc, qui montre que ces innovations-là peuvent être à la fois endogènes, donc du système lui-même, et aussi exogènes, comme je vais y revenir tout à l'heure. Donc, et sur les facteurs endogènes, eh bien, ça fait intervenir donc finalement la manière dont les acteurs interagissent entre eux, ce qu'on peut caractériser comme le capital social, c'est-à-dire en fait finalement schématiquement un peu les réseaux en fait que les acteurs peuvent construire, faire évoluer dépendamment de leurs propres intérêts pour répondre à des intérêts spécifiques. Et ces réseaux sont notamment l'espace où s'échangent un certain nombre de connaissances. Donc cette connaissance qui peut varier en termes de nature, on peut discuter de stratégie des autres acteurs, on peut discuter des effets de telle filière, on peut discuter de l'état des stocks, et la nature d'information évolue. Et la mode, bien sûr, la transmission de ces savoirs, donc par les acteurs qui sont concernés, la manière dont on véhicule ces informations change aussi. Et donc, ces interactions-là font que les institutions peuvent changer à la fois de manière endogène et aussi en réponse à des facteurs extérieurs. Alors, comment ça se traduit méthodologiquement dans les démarches
qui peuvent être développées, donc qui sont en accord avec à la fois ces bases théoriques institutionnelles et aussi donc le cadrage général de la science de la durabilité. Bon, c'est ce qu'on va essayer de développer un petit peu maintenant. Je vais vous parler essentiellement de recherche-action, non pas dans une logique normative, mais pour vous donner un cas d'exemple, enfin un cas, oui, c'est un exemple de démarche qui voilà, permettent d'aller dans la direction que je viens d'indiquer. Alors, je ne vais pas représenter tout de suite en détail la démarche, hein, je vais y revenir dans les diapos suivantes, mais recherche-action, et alors c'est pas du tout un champ nouveau, hein, je reprends les résultats de décennies de travaux, notamment en sciences de l'éducation, mais aussi en agronomie. Hein. C'est vrai que la recherche-action est très très peu utilisée en recherche halieutique, peut-être en raison de peut-être la complexité des systèmes qui nous concernent, peut-être aussi hein, de l'impact des normes professionnelles qui nous entourent en halieutique. Mais voilà, la base en fait de la démarche, c'est un fonctionnement cyclique d'étapes de diagnostic, planification, action, évaluation, qui sont ainsi répétées dans le temps. Alors, je fais un peu le lien avec un atelier dont Claire a parlé lors du précédent webinaire. Et donc, ces boucles-là sont répétées pour permettre donc de faire évoluer le système hein, de manière intentionnelle jusqu'à une étape de désengagement de la recherche, généralement au bout de plusieurs années. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus. Et pour appuyer un peu mes propos, là, on a peut-être un peu plus, voilà, un peu plus illustré, je vais repartir d'un cas d'étude sur lequel on travaille encore actuellement à Madagascar sur une filière de crabe de mangrove, hein, un gros tourteau si vous voulez, mais qui vit dans les mangroves toute la ceinture tropicale. Donc, ces travaux qui ont été faits dans le cadre d'un projet européen. Donc rapidement, hein, le contexte, donc Madagascar, bon, bah, comme vous le savez, c'est un des pays les plus pauvres du monde, donc des capacités de recherche, des capacités institutionnelles assez limitées, des collusions économiques, politiques qu'on retrouve classiquement dans les pêcheries de ce type, qui sont des pêcheries tournées vers l'exportation, des pêches vraiment peu mécanisées, à peu près 8000 pêcheurs, dans des zones qui sont pas très accessibles. Donc un cas d'étude qui est finalement assez aussi complexe du fait de l'échelle. Vous voyez sur la petite carte, donc les mangroves s'étendent sur toute la côte ouest sur à peu près 1500 km. Voilà, et donc c'est un projet qui se poursuit aujourd'hui. Alors, il y a 3 points sur lesquels je voudrais intervenir aujourd'hui, parce que ce qui me semble vraiment important dans cette démarche par rapport aux grandes orientations de la science de durabilité. Le premier, c'est que on se place résolument dans un contexte d'intervention qui est à cheval entre une intervention descendante, donc, qui serait définie de l'extérieur et appliquée quel que soit le contexte localement, et une approche ascendante, donc sur ce qu'on appelle une approche donc down-up, qui est basée donc sur la participation des acteurs. C'est-à-dire que l'intervention agit, on peut reprendre sur le petit schéma de gauche de manière simpliste, à travers donc les acteurs. Alors, il y a une vue un petit peu plus détaillée sur la droite, là, qui est tirée d'un papier qu'on a d'ailleurs fait avec Olivier Thébault il y a quelques années, et qui montre que en fait les interventions dans ce cas-là agissaient sur des processus intermédiaires qui s'appelait le médiateur hein, dans les travaux de Årstrom, le groupe d'Årstrom là, et qui sont voilà, classiquement, hein, ce qui peuvent agir sur la gouvernance, les capacités de respect de la réglementation, le soutien du gouvernement aux règles, la compréhension qu'on peut avoir de fonctionnement systémique, voilà, les capacités d'action au sens large, et aussi les stratégies hein, que individuellement ou par groupe les acteurs peuvent avoir. Et c'est en agissant sur ces processus-là, sur les processus sociaux, hein, que on peut avoir des effets sur, in fine, les ressources. Alors, on pourrait avoir aussi des effets sur les pêcheurs, sur les acteurs des pêcheries, hein, du système pêche, et pas uniquement sur les facteurs de gouvernance.
Et donc, cette intervention, elle est aussi contingentée par un certain nombre de facteurs extérieurs. Donc, dans notre cas, donc du projet, donc on avait une intervention qui était prévue sur, on va dire, à peu près 5 ans au départ, et qui s'est effectuée via un consortium en fait d'acteurs scientifiques, non scientifiques, à Madagascar, donc et qui était donc à la fois donc des organisations de recherche du pays, des sociétés privées d'exportation, des réseaux socio-économiques, et aussi des bureaux d'études en lien donc avec les administrations et le gouvernement des pêches. Et donc, il y a ce réseau-là qu'on a agi. Donc ça, c'est le cadrage général de l'intervention. Le deuxième point qui est très important, c'est l'apprentissage que la démarche permet, tant au niveau individuel, alors que ce soit par exemple les connaissances techniques, voilà, sur le fonctionnement du système, mais aussi social, c'est-à-dire des connaissances qu'on peut tirer des interactions qu'on peut avoir avec les autres. Alors, je reprends ici une figure que Claire aussi avait présentée la dernière fois, pour faire un petit peu le lien avec ce qui ressort des travaux en sciences de la durabilité sur ce qu'est la production sur l'apprentissage, avec donc des caractéristiques clés qui sont ces connaissances-là doivent être contextualisées, elles doivent prendre en compte le fait que les scientifiques ne sont pas les seuls experts, hein, que les autres acteurs ont aussi des savoirs à partager, des savoirs expérientiels notamment, que ces savoirs sont orientés à partir de questions qui sont elles-mêmes contextualisées. Donc, on ne peut pas arriver avec un projet de recherche qui est défini de l'extérieur et qu'on essaye d'implémenter sur différents sites, quels que soient en fait les besoins des acteurs des sites concernés. Et c'est interactif, c'est-à-dire qu'on a justement des occasions d'échanger, de construire cette connaissance par des échanges, notamment en face à face avec les acteurs. Donc, dans le cas de notre projet, il y a eu plusieurs manières de procéder. L'un des cas, c'était des solutions a été de constituer des groupes de travail régionaux, multi-acteurs, hein, donc dans chacune de nos zones d'intervention, qui ont réuni voilà, des acteurs des filières, donc des pêcheurs, des acheteurs, des sociétés, voilà, de la société civile, des administrations, des chercheurs, bien sûr, des ONG, et qui ont pu se réunir, donc dans le cadre du projet 3 fois pour l'instant, dans cette logique de boucle d'action dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui ont permis donc de discuter de quels sont les résultats, quelles sont les données dont on a besoin, les informations, et quand on a eu des résultats, de discuter pour ainsi progresser dans le processus d'apprentissage. Alors, je ne dis pas que cette solution est idéale, hein, je donne juste un petit peu des exemples de comment ça peut se passer. Une autre manière de représenter cette production de connaissances, c'est de le voir non plus en termes de composantes, mais en termes de processus. Donc là, ce dont je vous ai parlé, c'était le processus de coproduction de ces connaissances, qui correspond ici aux premières phases, donc définition des problèmes, et puis d'essayer de produire de la connaissance pour répondre à ces problèmes, deux premières phases du processus, qui sont généralement très souvent en tout cas, réalisées dans le cadre de diagnostics. Alors, il y a très nombreuses méthodes de diagnostic participatif qui se sont développées. Pourquoi? Mais parce que c'est des espaces où on peut réunir une grande diversité d'acteurs, croiser les regards, faire une synthèse, agréger des perceptions, des connaissances variées et aussi sur différentes dimensions du système. Alors, par exemple, dans notre cas, ce que ça a pu donner quand on a réalisé ça, donc avec l'appui de collègues du CIRAD, hein, sur une démarche qu'ils ont développée là, Pardis, que vous connaissez peut-être, eh bien, on s'est rendu compte que dans ces groupes d'acteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, en fait, les problèmes qui ressortaient n'étaient pas du tout des problèmes au départ de ressources. Alors, on savait qu'on a pertinemment des problèmes de durabilité, de surexploitation en fait de ces ressources en crabe de mangrove. C'est pas du tout ça qui est ressorti au départ. Ce qui est ressorti, c'était voilà des problèmes de prix, équitable ou pas, de partage de la rente des pêcheries par rapport aux sociétés, par rapport aux différents maillons de la filière, des problèmes de corruption, par exemple. Alors peut-être que cela a été in fine relié au stade de ressources, mais c'est pas ce que les acteurs eux-mêmes avaient en tête. Et on s'est rendu compte aussi, dépendamment des acteurs qui étaient là, les problèmes qu'ils citaient n'étaient pas les mêmes. Certains voyaient les problèmes à leur échelle locale, par exemple l'état de l'environnement, plutôt que les ressources elles-mêmes. D'autres à l'échelle nationale, d'autres voyaient que c'était en fait des acteurs qui avaient ce qu'on dirait
comportements très stratégiques par rapport à leurs intérêts personnels, et c'est ça qui bouleversait toute la dynamique du système, donc c'était là-dessus qu'il fallait travailler. D'autres que c'était plus conjoncturel par rapport à l'évolution du marché, c'est ça qui avait tout changé. Voilà. Donc il y avait en fait, voilà, le problème était beaucoup plus large hein, que ce que on a en tête typiquement quand on est un adulte comme moi et qu'on arrive dans un système comme ça, on se dit, bon, il y a un problème de ressources, on va travailler sur l'état des ressources, on va résoudre le problème de l'état des ressources, savoir déterminer combien d'efforts de pêche il faut déployer. Mais, et là, on en arrive un petit peu au point peut-être le plus intéressant de la démarche, ce qui va nous intéresser, c'est la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance produite? C'est la mise en œuvre, finalement, de cette connaissance. L'étape d'utilisation, d'appropriation de cette connaissance, donc dans une logique d'appui, hein, que ce soit voilà, aux acteurs, à l'action publique, à la gestion de cette filière, dans une logique donc de transformation du statu quo qui est source de problèmes tels qu'ils ont été définis. Et donc ça, la démarche de recherche prend ça à bras le corps, et c'est là que ça devient, à mon sens, vraiment intéressant. Alors, il y a deux points qui en découlent. Donc, le premier, c'est ce qui découle du fait qu'on se place dans une situation de pseudo-expérimentation, donc en conditions réelles. Alors, je dis pseudo-expérimentation parce qu'en fait, on ne peut pas bien sûr contrôler tous les facteurs hein, de ces systèmes, hein, vous l'aurez compris. Donc, on est plutôt dans une expérimentation qui est un peu floue dans le sens où on définit des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses vraies au sens des sciences physiques, par exemple, hein, mais qui sont inspirées de ce qu'on peut observer dans d'autres modèles, donc assez plus empiriquement, hein, c'est pour ça qu'on parle plus de modèles heuristiques, et qui, dépendamment des contextes, vont se basent donc sur des hypothèses que nos institutions, elles seront adoptées hein, durablement, de manière à faire changer le statu quo, si un certain nombre donc de processus évoluent. Donc là, il y a un certain nombre qui sont mentionnés. J'en ai mentionné tout à l'heure aussi dans le dispositif d'intervention. Ça peut être donc des capacités de contrôle de la réglementation. C'est peut-être juste ça qui fait défaut. Ça peut être aussi des problèmes de capacité d'action, de marché, etc. Il y a tout un tas de facteurs hypothèses qu'on peut choisir d'adresser. Dans notre cas, il y avait 4 processus sur lesquels on s'est proposé d'intervenir. C'était le renforcement des capacités d'action des acteurs légitimes, c'est-à-dire dans leur rôle, et notamment les acteurs de la recherche. Ça, c'est la logique partenariale aussi de l'IRD. La deuxième hypothèse, c'était de faire converger, c'est-à-dire de rendre un peu plus compatible, un peu plus homogène les stratégies des acteurs concernés, notamment les acteurs qui étaient jugés clés, ayant un impact déterminant sur le système, mais aussi des organisations. Ça peut être des organisations type ONG, des organisations de recherche. Donc ça, c'est passé par notamment de l'information, voilà, une meilleure transparence, etc. L'autre facteur, par hypothèse, c'était de développer des coalitions stables, et notamment des coalitions scientifiques, mais aussi des coalitions scientifiques et avec des organisations, notamment des ONG et la société civile. Et enfin, c'était la formalisation de ces nouvelles pratiques, donc l'institutionnalisation par des partenariats plus formels, des accords, etc. Donc voilà les hypothèses qu'on avait émises au départ et sur lesquelles on a bâti l'intervention. Alors, sur la base de ces hypothèses, ce qui est intéressant dans la démarche de recherche-action ainsi construite, c'est qu'elle va permettre de travailler en fait à plusieurs niveaux d'apprentissage. Alors, je reprends un petit peu ce modèle-là qui a été développé déjà il y a quelques temps hein, et qui montre qui fait intervenir 3 niveaux en fait d'apprentissage. Le premier au niveau vraiment au niveau de l'action de pêche elle-même. Donc, on regarde l'activité de pêche, les effets qu'elle a sur les ressources ou sur les captures.
Un niveau supérieur qui est le niveau au niveau de la réglementation. Donc, quelles sont plus globalement, hein, les institutions, pour reprendre les termes que j'ai dit tout à l'heure, quelles sont les institutions qui vont déterminer les actions? Et puis le troisième niveau, qui est au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire du mode de décision, qui détermine les institutions, qui elles-mêmes déterminent les actions, qui déterminent les effets sur les ressources et d'autres indicateurs socio-économiques, par exemple. Et en fait, donc, au niveau de la recherche-action, elle peut permettre de travailler à ces trois niveaux d'apprentissage. Alors, j'illustre mes propos. Par exemple, ce qui a été fait dans le cadre de ce projet, c'est de mieux comprendre quels sont les effets des pratiques sur les captures. Et on a mis en évidence, grâce à un suivi participatif des pêcheries, qu'en fait, les captures actuellement sont composées d'une très grande proportion d'individus juvéniles, ce qui est en contradiction flagrante avec la réglementation qui a été changée d'ailleurs fin 2014 par un autre projet européen, qui n'était pas la recherche-action à l'époque, qui s'appelle le programme Smartfish. Et on s'est assuré que les différents acteurs qui étaient présents, donc, notamment dans nos travail, dont j'ai parlé tout à l'heure, comprenaient bien le problème et que nous-mêmes, on comprenait bien le problème à travers nos recherches, donc en utilisant des médias de communication qui sont voilà, peut-être plus faciles d'accès. Donc là, c'est notamment des scénettes inspirées du Théâtre Forum, avec la contribution d'ailleurs de collègues ici à l'UMR Namur, et qui ont été jugés très complémentaires de présentations plus classiques de celles que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément de connaissances partagées sur lequel on a pu travailler. Et c'est un exemple dans le projet. Le deuxième niveau qui a découlé de ce constat-là, c'était de travailler sur les règles qui allaient permettre de pouvoir du coup modifier en fait cette situation qui est jugée problématique pour la pérennité, la durabilité du système dans son ensemble. Et donc, on s'est attaché à imaginer, discuter donc des tests de sélectivité. Alors oui, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. La sélectivité, c'est quand même la base des études analytiques qu'on peut réaliser. Et donc, voilà, mais la petite différence qu'il pourrait y avoir, si on veut, c'est que voilà, les tests sont réalisés de manière participative, qu'on construit aussi un modèle de simulation pour voir si dans le contexte de ces pêcheries, quel peut être l'effet de changement de sélectivité. Ces résultats-là donc sont discutés aussi collectivement et permettent d'orienter en fait la suite des opérations vers l'expérimentation grandeur nature pour en savoir plus sur les effets peut-être cachés, inattendus que pourrait avoir un changement de la réglementation sur les engins de pêche au niveau au niveau local pour les pêcheurs, puisque on est dans des systèmes où les gens ont extrêmement peu de flexibilité, de grande pauvreté, etc., comme on indiqué au départ. Et donc là, actuellement, donc le processus n'est pas terminé, on est en phase de recherche, un peu de sécurisation des financements pour mettre en œuvre ces expérimentations-là, la suite, donc l'année prochaine. Et enfin, et c'est ma dernière diapo avant la conclusion, le projet, ces projets-là permettent aussi de travailler de manière aussi progressive sur le troisième niveau, c'est-à-dire sur la gouvernance elle-même, plutôt de manière indirecte que frontale. On n'avait pas dans le projet, comme vous avez pu le voir, un travail directement sur la gouvernance. On n'a pas dit qu'on allait modifier la gouvernance. Par contre, les processus qui ont été initiés ont permis de faire évoluer le processus. Alors, l'avenir nous dira si c'est durable, si c'est dans le bon sens, entre guillemets, ou pas, mais de quelle manière. Bon, ça, c'était intéressant, c'est le changement d'échelle. Le problème de durabilité des systèmes, on a souvent tendance à considérer des petits systèmes, c'est parce que la théorie aussi nous dit que c'est plus facile.
les interactions sont plus faciles, etc. Donc là, l'idée a été de répliquer en fait la même approche, la même démarche sur nos 4 zones d'intervention, qui sont les principales zones de production de crame de mangrove dans le pays, et donc de répliquer cette logique d'apprentissage. On a réalisé 2 boucles, comme je le disais tout à l'heure, d'action dans chacun de ces sites, mais avec des acteurs qui interviennent dans différentes régions, que ce soit au niveau des sociétés privées, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des administrations des pêches, que ce soit au niveau des ONG, que ce soit au niveau des acteurs associatifs, et qui ont permis donc de créer des interactions horizontales entre ces zones, et aussi de créer des interactions verticales par rapport à la gouvernance pour atteindre donc le niveau national qui est le plus à même en tout cas dans le contexte du pays, d'orienter, de modifier de manière structurante le régime de gouvernance, les institutions, etc. Et donc, ce qu'on a pu avoir comme résultat jusqu'à présent, c'est des interactions plus structurées entre exécutif et science. Il y a notamment la prise en compte d'avis scientifiques. Donc déjà, le fait d'être capable de produire des avis scientifiques, de les communiquer à l'exécutif, et aussi de développer un certain nombre d'interactions avec plus largement la société civile et les sociétés privées, notamment dans une logique de partage de l'information, donc déjà de création de cette information, c'est-à-dire d'observation elle-même, dans une dispositif où il y a très peu d'observation sur les types pêche d'une manière globale, et de créer des espaces où on peut définir quelle est l'information pertinente, quelle interprétation découle des résultats, quelle est la démarche suivante, etc. Et donc de s'orienter vers une démarche plus collaborative d'observation et de discussion de ces résultats. Donc voilà un petit peu donc les 3 points sur lesquels je voulais insister, sur lesquels la démarche en fait de recherche-action permet d'intervenir et qui sont structurantes d'un point de vue de la trajectoire plus ou moins durable de ces systèmes par rapport à une expérience. Alors en conclusion, il me semble intéressant de souligner que l'émergence de ce champ de la science de la durabilité, il y a vraiment un avantage, ça a légitimé quelque part le fait de se poser des questions sur les démarches de recherche en halieutique, de faire évoluer ce qui était un peu l'autoroute vers des bifurcations qui prennent en compte d'autres facteurs de la dynamique, et aussi du coup questionne notre place en fait dans le système. On peut pas dire que la science halieutique soit pas une science appliquée, c'est bien l'inverse, c'est des résultats extrêmement opérationnels, mais en faisant un petit jeu de mots, nous questionner vers une démarche qui soit plus impliquée et dans ces systèmes-là. Et alors je vous mets rapidement un petit tableau avec des petits diagrammes qui sont pas faciles à lire, mais qui traduisent le fait que au-delà de la production de connaissances elle-même sur les systèmes, eh bien les programmes de recherche transdisciplinaires ainsi construits permettent de travailler donc sur d'autres processus clés, que ce soit donc des capacités d'action, créer des fenêtres d'opportunité pour agir, faire évoluer plus globalement la gouvernance, etc., et qui sont des processus clés à prendre en compte. Et donc voilà, il me semble, en tout cas, c'est l'angle sur lequel je prends un petit peu les problématiques de durabilité sur le système halieutique, que le questionnement global tourne autour donc de ces innovations, de la manière dont on peut promouvoir celles qui sont durables, en créer des nouvelles, participer en tout cas à l'évolution de ces institutions, et donc plus globalement aux impacts sur la gouvernance de ces pêcheries. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais un petit peu long peut-être. Merci beaucoup, Marc. On n'est pas trop strict, sauf si tu avais parlé pendant 2 heures, mais sur le timing. L'idée, c'est d'avoir un peu de temps d'échange. Merci beaucoup. Donc, je vous invite du coup à poser vos questions.